présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, Michel Sapin, donc le temps est court puisqu'il reste 15 jours d'ici donc le deuxième tour et en même temps la réflexion et en tout cas l'attitude politique va se jouer à tous les niveaux et effectivement de la réflexion et aussi de l'action. Alors on l'a dit tout à l'heure avec Guillaume Tabar, François Hollande va dans l'Aisne aujourd'hui. On voit qu'il s'intéresse à la situation et au vote, évidemment, au deuxième tour des électeurs du Front National. Et hier, Nicolas Sarkozy disait en meeting, il le fait peut-être, mais il le fait en se bouchant le nez. Vous lui répondriez quoi? Oui, est-ce que le ton monte aussi? C'est toujours le même Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, pour ceux qui s'interrogeraient pour savoir s'il a changé, s'il est différent, ils s'aperçoivent jour après jour, expression après expression, attitude après attitude. On pourra y revenir sur la question du vrai travail, ce qui voudrait dire qu'il y a le faux travail, les vrais Français, les faux Français. Mais commençons par le FN et après on parlera de l'économie. Il n'a pas changé, donc les questions sociales de la même manière, ce qui fait que j'attache peu d'importance aux expressions de Nicolas Sarkozy. J'en attache beaucoup plus, par contre, aux désespérances sociales qui se sont exprimés au premier tour. Parfois, se sont exprimés en votant pour François Hollande, parce que dès le premier tour, certains, dans la désespérance sociale, ont compris qu'il y avait des propositions qui permettaient de faire face à cette situation. D'autres ont voté pour Mélenchon, parce qu'ils ont pensé que c'était là que ça s'exprimait le mieux. Et d'autres ont voté pour des votes protestataires, dont le vote en faveur de Marine Le Pen. Et donc, il ne s'agit pas de se boucher le nez ou pas de se boucher le nez, il s'agit de regarder quelles sont les motivations profondes. Et vous l'avez vu, ça a été très bien dit par Guillaume Tabar, la motivation sociale, la motivation de la désespérance sociale, la motivation dans les zones rurales, de la disparition des services publics, qui était en quelque sorte le seul outil de lien entre une personne un peu isolée et l'ensemble de la société, tout ça fait partie des motivations profondes d'une partie de l'électorat du Front National. Mais dans le vote du Front National, il n'y a pas que le social, il y a aussi quand même une méfiance à l'égard de la population immigrée. Et on est quand même à l'autre bout, par exemple, d'un spectre où on trouvait Vajoli qui a fait un discours, vous vous en souvenez, en disant nous les Portos, nous, qui était un, j'allais dire un discours United Colors of Benetton, et on peut pas dire qu'au Front National ce soit exactement leur tasse de thé. Si vous pensez que l'élément unique de vote en faveur de Marine Le Pen bien sûr, a été territoire par territoire cette question-là, je pense que on se tromperait si on pensait cela. Ce qui a pu être à l'origine d'une partie du vote du Front National n'est plus l'explication aujourd'hui de ces votes dans les grandes zones ouvrières, dans les grandes zones de restructuration industrielle, où ce qu'ils voient devant eux ne sont pas tellement des immigrés, mais sont des usines en moins, des emplois en moins, du pouvoir d'achat en moins, de l'essence de plus en plus chère, donc les 30% de la distance qui correspondent entre eux-mêmes et les vote services publics. À cela, il faut parler, comme à tous les autres Français. Les 30% d'ouvriers qui votent pour le Front National, parce que le Front National ce matin et depuis un certain temps c'est le premier parti ouvrier de France, vous pensez qu'ils ont des raisons de voter pour François Hollande au deuxième tour? Ils ressentent en profondeur des déchirures et des blessures. Ces déchirures et ces blessures, qui sont les déchirures du tissu social et du tissu économique de la France, il faut y répondre. François Hollande y répond. Il n'a pas besoin de changer de proposition. Il n'a pas besoin de rajouter une proposition à d'autres propositions. Il n'a surtout pas besoin de se boucher le nez. C'est plutôt quand on écoute Nicolas Sarkozy qu'on aurait besoin de se boucher le nez. Il a besoin simplement d'expliquer et d'aller à la rencontre. C'est ce qu'il fait aujourd'hui dans l'Aisne, par exemple. Gilles Leclerc. Est-ce que c'est pas un peu facile d'avoir une lecture uniquement sociale de ce vote que vous qualifiez de désespérance, de colère, etc. Quand Marine Le Pen hier soir dit mais non, il y a aussi un vote d'adhésion. Est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu entendre ça? Elle prenait l'exemple hier, je la cite juste, de l'Italie, de la Ligue du Nord. Est-ce que, au fond, le vote FN n'est pas devenu aussi un peu l'expression d'un vote d'adhésion, à tort ou à raison, des idées du Front National? Mais je ne cherche pas à trouver une cause unique. Je cherche à identifier ce qui me paraît être la raison dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de villages, dans un certain nombre de corons de ce vote pour le Front National. Donc votre pari, si François Hollande gagne, c'est de faire revenir ces électeurs-là dans le giron de la gauche. C'est de leur apporter des réponses qui sont des réponses à leurs préoccupations, qui ne sont pas des fausses solutions, qui ne sont pas des faux slogans, qui ne sont pas de lever une partie de la France contre l'autre partie de la France, mais qui sont des propositions concrètes, des propositions qui permettent d'avancer. Si on voulait aller un tout petit peu plus loin dans le concret, la question européenne, qui est une question absolument décisive. Évoquée par Guillaume tout à l'heure. Oui, qu'il a parfaitement bien évoqué. Si François Hollande a eu cette intuition très tôt, dès le jour de la signature de ce traité, qu'il fallait le renégocier, c'est bien parce qu'il sentait cela. Il sent qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus qu'un problème, n'est même plus qu'une peur
alors que l'Europe doit apporter une partie des solutions, et une partie de ces solutions en termes de croissance supplémentaire, en termes d'activité économique supplémentaire. Donc ce qui veut dire très concrètement sur les territoires, en termes d'emplois supplémentaires, parce que c'est ça, c'est des emplois supplémentaires, et en particulier des emplois dans ce tissu industriel dont pendant des années et des années, peut-être les uns et les autres ont considéré qu'au fond, on pouvait s'en passer. Non, ça veut dire que jusqu'à dimanche, vous allez mettre moins en avant comme perspective le retour, je dirais, à l'équilibre des finances publiques. Mais pas du tout, parce que les mêmes qui sont très préoccupés par la question de leur emploi ou de leur pouvoir d'achat, ils savent ce que c'est que de la dette. Peut-être même qu'ils en sont eux-mêmes victimes. Ils savent ce que c'est que l'endettement pour un ménage. Et ils comprennent très bien qu'au niveau tout un pays, on ne peut pas comme ça vivre avec des dettes qui s'accumulent. Ils le comprennent très bien. Et ils savent très bien d'ailleurs que l'endettement d'aujourd'hui, il ne vient pas du ciel. Cet endettement record comme jamais la France ne l'a connu, ils savent très bien que c'est la politique de Nicolas Sarkozy qui l'a créé. Donc ils identifient très bien aussi les responsables de la situation dans laquelle se trouve la France ou dans laquelle ils se trouvent individuellement eux-mêmes dans leur coin, dans leur domaine, dans leur campagne ou dans leur ville. Dans la première année que François Hollande a décrite justement pour expliquer quelles mesures il donnerait pour améliorer le pouvoir d'achat, il y a aussi ce débat avec Nicolas Sarkozy qui ironise beaucoup en disant regardez, ils vont supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires qui est un des éléments centrales ou centraux donc du maintien du pouvoir d'achat en France. Donc est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre, quoi? Mais vous pensez que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen par désespérance personnelle, c'est parce que ils comptaient les heures supplémentaires? Non, là, on est passé au volet économique. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est parce qu'ils comptent les heures de chômage supplémentaires, les heures d'exclusion supplémentaires. Et donc, ils ont joué un rôle, ces heures supplémentaires, quand même. Mais ils ont joué un rôle négatif. Dans une période où le chômage augmente, inciter à avoir plus d'heures supplémentaires, c'est simplement créer une raison de plus pour qu'il y ait plus de chômeurs. Donc ça n'a pas été plus de travail, ça a été plus de chômeurs. Et quand vous avez au niveau de tout un pays plus de chômeurs, vous avez moins d'activité, vous avez moins de revenus, vous avez moins de pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français, et vous avez plus de Français qui sont dans la désespérance. C'est donc vraiment une erreur sur ce thème-là. Eh ben, ils se bagarreront, et je n'ai aucun doute sur qui l'emportera dans l'esprit des Français. Et vous considérez que justement un débat économique, vous ne pensez pas, vous qui aimez l'économie, qui avez été ministre de l'économie, que je dirais plusieurs débats eurent été nécessaires, justement, étant donné l'ampleur des problèmes. Vous l'avez dit vous-même ce matin. Vous avez à la fois le Front National, vous avez la situation entre les Français et les Allemands, et donc la question de l'Europe, les questions économiques, les questions de politique étrangère. Tout ça va pouvoir tenir en 2 heures. On pourrait en faire 2 par jour aussi, parce que c'est vrai qu'il y aurait des sujets pour en faire 2 par jour. Donc la question, c'est pas de savoir comment on lasse les Français avec des débats électoraux. C'est comment, au cours d'une campagne électorale qui n'est pas faite que de débats, les uns et les autres apportent des réponses. On peut d'ailleurs parfois débattre à distance. J'ai cru comprendre que c'était une solution souvent utilisée par les temps qui courent. Et puis il y a un moment solennel, il y a un moment traditionnel, il y a un moment qui est d'affrontement démocratique, qui devrait être de respect des personnes et d'affrontement démocratique. C'est celui qu'on a toujours connu, c'est celui qu'on connaîtra, et je n'ai aucun doute sur la capacité de François Hollande à faire non seulement face, mais à être dans l'offensive par rapport aux responsabilités de Nicolas Sarkozy. Il y a un autre jour qui est traditionnel, c'est le 1er mai. Vous, Michel Sapin, le 1er mai, vous serez où? Je pense que le 1er mai au matin, je serai à Nevers. Parce que le 1er mai est aussi pour moi le jour de la disparition de Pierre Bérégovoy. Et François Hollande sera à Nevers ce jour-là. Je crois le comprendre aussi. Ouais, et il y aura un rassemblement par contre de Nicolas Sarkozy, semble-t-il, à Paris, considérant que le 1er mai, tout d'un coup, a-t-il dit hier, ce sont toujours des propos de tribune, hein, mais il a ironisé sur le thème, le Parti Socialiste privatise le 1er mai, je vois pas pourquoi on n'en ferait pas une vraie fête du travail. A-t-il ajouté du vrai travail, sous-entendu, pas du reste... Nicolas Sarkozy, il fait les réunions, les rencontres le jour qu'il veut. Mais il devrait faire attention aux mots qu'il utilise. Parce que là encore, je vous le disais en début, lui qui voulait être un président différent pour demain, ce qui prouve qu'il n'était pas très fier de ce qu'il avait été au cours de ces 5 années, il réutilise les mêmes manières, les mêmes méthodes, les mêmes mots, qui sont des mots de blessure, qui sont des mots de stigmatisation. Parce que quand vous dites vrai travail, c'est qu'il y a un faux travail. Moi, je connais des gens qui sont au travail et d'autres qui ne sont pas au travail. Et je sais que la plupart de ceux qui ne sont pas au travail, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être au travail. Et quand vous dites vrai travail, c'est que vous vous référez aussi à des expressions du genre vrai français et pas vrai français. Et vous savez dans quelle période ces mots étaient utilisés. Mais on peut avoir une réflexion. Il faut faire très attention parce que nous sommes sur un terreau historique, de références historiques, et les mots ont un sens. Et Nicolas Sarkozy devrait y faire attention. D'ailleurs, ça ne le servira pas.
parce que apparaître comme celui qui divise, je trouve que c'est une étrange position pour quelqu'un qui, étant président de la République, devrait plutôt être celui qui rassemble. Il continue à diviser quand François Hollande, lui, rassemblera. Une grande partie du CAC 40 s'interroge beaucoup sur la politique fiscale que vous allez mener. Ça ne veut pas dire qu'elle la combat, mais enfin elle s'interroge. Et à un moment dans la campagne, on avait cru entendre, je ne sais plus si c'était pas un Canal+, que François Hollande avait dit qu'il allait rencontrer assez vite les dirigeants du CAC 40, puisque vous travaillez sur ce sujet. Est-ce que c'est vrai que vous allez les rencontrer? Alors, parce que beaucoup considèrent que la politique économique de la gauche, en gros, c'est le Titanic. Pour eux, en tout cas. Deux choses. Premièrement, les patrons du CAC 40, comme les patrons des petites et moyennes entreprises, ils sont aussi attachés à leur entreprise. Et au bon déroulement des choses, ils ont des stratégies, ils ont des problèmes, ils ont aussi des réussites. Et que dans cette période de campagne électorale, nous puissions parler avec eux, comme nous parlons avec les représentants des organisations syndicales, ça me paraît légitime. Mais ce à quoi faisait allusion François Hollande, c'était une fois. Oui, absolument. Une fois éventuellement élu. Il lui paraît légitime, normal, ne pas simplement rencontrer les organisations patronales qui sont parfois avec des discours un peu automatiques. Il suffisait d'écouter la patronne du MEDEF ces derniers temps pour le voir, mais de rencontrer ceux qui sont les grands de l'industrie en particulier, donc qui sont à la fois porteurs à l'extérieur et qui peuvent être éventuellement créateurs à l'intérieur. Les rencontrer, ça ne veut pas dire être fasciné par eux. Ou fasciné par leur argent. Non, mais vous confirmez qu'il va les voir. Mais c'est travailler comme d'autres le font dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, qu'ils soient sociodémocrates à la tête de l'Allemagne ou qu'ils ne le soient pas, ceux qui font la force industrielle de notre pays. Ça n'empêche pas d'être exigeant par rapport à eux. Et ça n'empêche pas de vouloir des réformes fiscales, y compris sur les revenus des patrons du CAC 40. Le dévissage des bourses européennes hier, est-ce que c'est pas un rappel à l'ordre en disant le répit qu'on a cru comprendre de la crise, en fait la crise elle est bien là et elle risque d'être là à partir du 7 mai aussi. Votre constat est tout à fait exact. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la crise n'est pas derrière nous. Contrairement, là encore, à ce qu'on entend dans la bouche de Nicolas Sarkozy, qui, pour une deuxième fois ou une troisième fois, dit la crise est derrière. Non, la crise est encore en partie devant nous. Et c'est pour ça qu'il faut apporter des vraies solutions à cette crise. Des solutions en profondeur, pas seulement des discours comme celui de Toulon, qui ensuite est resté lettre morte. La finance est toujours aussi folle aujourd'hui qu'elle l'était avant le discours de Toulon d'il y a 3 ans. Il y a de la régulation. Sauf que la mise en place du projet Hollande va prendre beaucoup de temps et que là, la crise peut-être... Non, je pense que sur certains aspects, parce que si on regarde les inquiétudes très rapidement, il y a une inquiétude sur la stabilité européenne. Il faut donner des réponses en termes de stabilité européenne, d'où la nécessité très rapidement pour François Hollande et les autres partenaires européens de poser les choses, de montrer où est cette stabilité. La deuxième préoccupation de tous, les bourses, les marchés, c'est de la croissance. Ils savent bien qu'on ne peut pas sortir de la situation s'il n'y a pas de l'activité supplémentaire. Donc il faut créer des outils concrets, pas des phrases, pas des mots, des outils concrets, y compris au niveau européen, pour nourrir cette croissance. Et puis ils sont aussi inquiets de la question de la dette. Donc ils veulent voir quelles sont les perspectives de maîtrise et de diminution de l'endettement de nos pays. C'est ce que fera François Hollande, c'est le triptyque de sa politique économique de stabilité et de croissance. L'Europe stable, la croissance pour créer des emplois et le sérieux budgétaire pour diminuer le poids de la dette. Vous êtes sensible, en tout cas vous le montrez dans le livre que vous avez signé avec Jean Arthuis, La France peut s'en sortir, aux questions, j'allais dire, théoriques et pratiques. Felipe González, qui est quand même un grand dirigeant historique des socialistes en Europe, vient de dire, d'ailleurs un peu à la surprise générale, pardonnez-moi c'est la dernière question, il nous reste une trentaine de secondes, qu'il fallait sortir de l'euro, autrement toute la zone euro, en tout cas pour l'Espagne, allait exploser. Vous lui diriez quoi ce matin? Qu'il fait une erreur, parce qu'une sortie de la zone euro, une explosion de la zone euro, ce serait la catastrophe pour chacun de nos pays. Ce qui ne veut pas dire que... Mais lui, il dit que c'est la seule solution, c'est le premier... Oui, mais je crains qu'il ne se trompe. Je suis même certain qu'il ne se trompe et il se trouve un peu trop en dehors aujourd'hui justement de ses préoccupations immédiates pour prendre en main et en tête tous les éléments de la chose. Non, il faut réformer la zone euro, il faut lui donner du corps, il faut lui donner de la force, là où aujourd'hui ça n'est qu'un problème. L'euro nous protège, mais on a cru que ça allait régler tous nos problèmes. Non, il y a tout un tas d'autres problèmes, la croissance, l'économique, l'emploi, la stabilité, et comme ça l'euro redeviendra ce qui c'était, une arme d'espoir et pas simplement une arme de défiance. Merci Michel Sapin d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Bonne journée à vous. Avec Gilles, nous recevrons demain Nathalie Kosciusko-Morizet.